Europe 1 Soir. Europe 1, 19h21, place au débat entre éditorialistes d'Europe 1 Soir que vous menez, Nicolas Poincaré. Ce soir, Étienne Gernel du Point, Karl Meus du Figaro Magazine et Laurent Neumann de Marianne. Que des grandes plumes et que des hommes, tiens, au passage. On va revenir d'abord, messieurs, si vous le voulez bien, sur les annonces de Nicolas Sarkozy hier pour lutter contre le terrorisme. Donc, ces réponses pénales pour les utilisateurs réguliers des sites internet qui font l'apologie du terrorisme ou pour les personnes qui reviendraient de camps d'entraînement en Afghanistan. On n'avait pas bien compris hier si ça devait se faire avant ou après les élections présidentielles. On le sait désormais, hein, Nicolas Sarkozy a dit que ce serait les premières mesures de mon second mandat, Laurent Neumann. Voilà, ça se passera après et il a promis que s'il était réélu, effectivement, ce seraient ses premières mesures. Moi, je suis assez frappé, et c'est pas la première fois, au fond, cette affaire est à peine terminée, qu'une enquête vient de s'ouvrir. Il y a une enquête en cours, une enquête sur l'affaire elle-même, sur les complicités éventuelles, une enquête aussi sur le modus operandi du raid, de la DCRI. Or déjà, à peine l'enquête vient à peine de commencer, que déjà on a une proposition de loi. On peut discuter d'ailleurs des propositions, certaines sont bonnes, pas bonnes. Il les avait déjà proposées exactement à l'identique, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en 2005, après les attentats de Madrid. Certaines ont vu le jour, d'autres pas, mais il en avait déjà parlé à l'identique. Ce qui me frappe, et ça vaut pour la critique, toutes les critiques qu'on entend en boucle depuis un certain nombre de jours, l'enquête n'a pas commencé. Pourquoi on ne prend pas le temps d'attendre une enquête avant de critiquer d'une part, et d'autre part avant de faire des propositions de loi? Moi, ça me fascine à chaque fois. Ça, c'est habituel finalement. C'est toujours ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est une habitude. Quand il y a un chien qui mord un enfant, c'est beaucoup moins dramatique que ce qui s'est passé là, évidemment. Mais il y a une loi le lendemain qui est annoncée sur les chiens dangereux, le muselage des chiens, etc. On est un peu dans la même logique et on risque d'arriver d'ailleurs avec ce genre de choses et des trucs un peu absurdes parce que l'histoire d'Internet, de la consultation habituelle des sites terroristes. Alors comment définir un site terroriste? D'abord, je ne sais pas. Et ensuite, consultation habituelle, il faudra envoyer Gilles Kepel en prison parce qu'il passe son temps à faire ça, à aller regarder les sites des... Il y a quelque chose qui est très étonnant qui relève de la pénalisation de l'intention ou du fantasme ou de la curiosité, etc. C'est quand même très très compliqué à mettre en œuvre ce genre de choses. Surtout que la législation française est quand même très complète sur le terrorisme aujourd'hui. Karl Meus du Figaro Magazine vous répond. Oui, parce qu'au fond, on ne peut pas à la fois reprocher à l'enquête d'avoir eu des failles et de ne pas avoir pu arrêter Mohamed Merah quand il est rentré d'Afghanistan et qu'au fond, d'ailleurs, ce que dit le patron de la DCRI dans Le Monde, on n'avait aucun moyen de l'arrêter parce que finalement, il ne faisait rien. Et dire, quand Nicolas Sarkozy, mais ça pourrait être un autre, propose une base juridique pour pouvoir justement arrêter ce genre d'individus, en disant, voilà, si jamais il y a une consultation juridique, une consultation de site internet, ou quand il rentre d'Afghanistan, on va créer un délit, comme ça on pourra les arrêter. On voit bien le raisonnement. Le raisonnement, c'est de dire, on n'a pas pu empêcher Mohamed Merah de faire ses tueries parce qu'on n'avait pas de base pour l'arrêter. Parce que c'est quelqu'un qui s'est fondu dans la population, qui ne faisait aucun délit de ce genre-là, qui permettait de l'appréhender. Là, si on crée ces délits-là, c'est évidemment pas pour arrêter Gilles Kepel ou des journalistes. Gilles Kepel qui est un chercheur spécialiste de l'Afghanistan. Mais c'est pour permettre à la police, une fois qu'on aura identifié que ces gens-là y seront allés, de les appréhender quand ils seront suspects, avant peut-être qu'ils commettent d'autres meurtres. C'est ça qui est intéressant, c'est que les mêmes qui s'étonnent qu'on n'ait pas arrêté, mis en prison Mohamed Merah, sont les mêmes qui disent, quand on propose des choses, non, là, il ne faut surtout pas, au nom des droits de l'homme, vous vous rendez compte? Karl, là, vous faites... Vous voyez la contradiction? Vous avez compris la contradiction? J'ai compris, mais ce qu'il y a de bien avec Karl, c'est qu'il fait les questions et les réponses. Non, mais parce que j'anticipe sur ce que vous allez dire. Il y a une contradiction. Or, il y a un instant, je n'ai absolument pas dit qu'on reprochait à qui que ce soit de ne pas avoir arrêté Merah. Et il y a effectivement des critiques. Les critiques, elles portent sur quoi? Sur la surveillance de Merah, pas pour l'arrêter. Il n'avait rien fait de mal jusqu'à présent. Justement, donc créons les bases juridiques et par ailleurs, il a été entendu dans les bureaux de la DCRI. Je vous rappelle quand même qu'il a entre 15 et 18 condamnations à son casier judiciaire, qu'il était convoqué encore chez un juge dans quelques jours. Son avocat en a parlé sur toutes les télés, toutes les radios. Donc voilà la question qui se pose, et elle est légitime. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu empêcher ce personnage d'agir? Eh bien, je ne réponds pas. Il y a une enquête. Cette enquête va suivre son cours. Avant de proposer des lois s'ajoutant aux lois existantes, peut-être qu'il faut attendre les résultats de cette enquête. Ça me paraît de bon sens. Et puis, il faudra un peu de temps quand même, parce que c'est quand même très compliqué. C'est très facile de donner des leçons après coup, de dire « Ah bon, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça ».
c'est quand même très compliqué. Et le passage à l'acte est quand même quelque chose d'extraordinairement compliqué à appréhender. Et le fait d'avoir des sympathies pour un tel ou pour un tel, d'aller regarder ce qui se passe sur des sites, on dit des sites de proches d'Al-Qaïda ou de gens se réclamant d'Al-Qaïda, parce que ça fonctionne plutôt comme une franchise, c'est compliqué. Ça ne veut strictement rien dire. Est-ce qu'on pour autant le lendemain on va tuer quelqu'un? Ça ne veut rien dire. Ou alors il faudra mettre beaucoup de gens en prison pour très longtemps. Il faudra faire un Guantanamo. Et ça, je pense qu'on n'y est pas prêt. D'ailleurs, il vaudrait mieux pas. Et la gauche, comment elle doit réagir, à votre avis, face à ces propositions? François Hollande dénonce la précipitation. Il a raison, Laurent Neumann? Non, il y a deux choses, parce que vous avez vu que dans les deux camps, dans le camp de Nicolas Sarkozy et dans le camp de François Hollande, on se répartit les rôles. Nicolas Sarkozy, par exemple, a été extrêmement digne, il a joué son rôle de président, mais pendant ce temps-là, Jean-François Copé, le patron de l'UMP, tirait à boulet rouge sur François Hollande qui n'avait rien dit. Il n'avait rien dit. Ben, dans le camp Hollande, c'est un peu pareil. François Hollande, pendant cette séquence, s'est comporté... allez, j'ose le mot, en président bis, il a collé au chef de l'État, il a dit des choses extrêmement claires, il a fait comme s'il était déjà président pour montrer que lui aussi aurait pu se comporter de la même manière en pareille circonstance. Mais pendant ce temps-là, il y a dans son propre camp ceux qui sont chargés de critiquer l'enquête, critiquer les projets. Dans le camp de François Hollande, dans le camp de François Hollande, on n'est pas du tout sur une ligne unique sur ses propositions. La démission de, alors attendez, vous nous faites la liste de ceux qui ont... Non, mais Urvoas qui a quand même envoyé un tweet pour dénoncer l'action du raid avant même que l'opération soit terminée. C'est quand même une performance. Il faut quand même le faire. Sur un tweet dont il s'est excusé. Il y en a qui auraient intérêt à remuer 7 fois leurs doigts sur leur téléphone portable avant d'envoyer un tweet, parce que quand même. Des dangers de Twitter. Une pause et je vous demande à quoi va ressembler cette deuxième campagne électorale qui commence ce week-end. À tout de suite. Europe 1 Soir. Europe 1, 19h30, suite de ce débat entre éditorialistes que vous menez, Nicolas Poincaré, dans ce studio, Étienne Gernel du Point, Carl Meus du Figaro Magazine et Laurent Neumann de Marianne. Et on va maintenant se demander ce que cette affaire de Toulouse risque de changer dans la campagne. Première question toute simple, est-ce que Nicolas Sarkozy se retrouve en meilleure posture qu'il ne l'était il y a une semaine? Il a fait des confidences à un journaliste du Monde 2, Philippe Ridé. Il lui a dit « Je vais gagner et je peux même te dire pourquoi je vais gagner ». Et c'était même avant, forcément, avant cette séquence. Si on fait de la politique politicienne, et je suis désolé, mais c'est vrai que la séquence est plutôt favorable pour Nicolas Sarkozy, pour plusieurs raisons. D'abord, il a réendossé les habits de président, et on sait bien que dans ces cas-là, il est assez à l'aise quand il est dans l'action, et surtout quand il est dans l'action en période de crise. Celle-ci en est une évidemment dramatique, mais il a plutôt bien réussi cette séquence. On voit dans les sondages, certains ont été faits avant, d'autres pendant la crise, avant le dénouement, qu'il progresse. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe autour de lui. Maintenant, du côté de François Hollande, il ne baisse pas non plus dramatiquement. Donc ça veut dire qu'il a réussi à consolider son électorat. Ce que je trouve intéressant dans la séquence, c'est qu'au fond, François Hollande a joué un peu le shadow président. Vous savez, un peu comme en Angleterre, il y a le shadow cabinet avec des ministres qui prennent la place des ministres de la majorité. Et là, il a fait ça. C'est le shadow président. Le lundi, il collait à Sarkozy en ayant un discours d'union nationale. C'était très bien. Le mardi, c'était déjà un peu moins bien. Parce qu'en fait, il dit « je suspends ma campagne », il ne va pas sur Canal+, mais le mardi, il est quand même sur RMC. Un peu là compliqué. Et le mercredi, à mon sens, là, c'était déjà beaucoup moins bien. Aller à Montauban, se retrouver au même niveau que Nicolas Dupont-Aignan, Eva Joly, Marine Le Pen-Bayrou, dans une caserne où ils étaient tous en ligne, ils ne pouvaient pas parler, ils étaient obligés d'écouter Nicolas Sarkozy faire son discours. Pour moi, les images là étaient terribles, et c'est là où on voyait que Nicolas Sarkozy était bien dans ses habits régaliens. Juste une question, pour vous reprendre sur deux points qui ne sont pas justes. D'abord, c'est le Parti socialiste, et même c'est Benoît Hamon, on peut citer son nom, qui le premier a suggéré de mettre la campagne entre parenthèses. C'est pas François Hollande, c'est même pas. Il a suspendu sa campagne. Ça n'est même pas Nicolas Sarkozy. Et la campagne de Benoît Hamon. Benoît Hamon dit on suspend la campagne, c'est celle de François Hollande. Première chose. Non, mais c'est celle de François Hollande, la campagne. Oui, merci. D'accord, mais vous dites le mardi, non. Ça s'était fait dès la veille et c'est même et avant Nicolas Sarkozy. Mais le mardi, il va sur RMC. Deuxième point, Nicolas Sarkozy a dit on suspend la campagne, on la met entre parenthèses.
En réalité, il on a n'est fait pas aucun naïf, meeting. là on a le droit de se dire les choses entre nous. Il s'agissait surtout aussi de mettre tous les autres candidats entre parenthèses. Bon, et effectivement François Hollande n'a pas voulu tomber dans ce piège-là et il est intervenu. Bon, ce qu'il a dit, honnêtement, c'est les mots pratiquement de Nicolas Sarkozy. J'ai pas dit le contraire, Voilà, hein, très le bien. lundi, c'était Donc très vous bien, ne pouvez bien pas sûr. reprocher. Très bien. Mais non, Et je dernière reproche- chose, je vous faisais dernière chose parce que la c'est chronologie, important. je pense que le mercredi, c'est moins Dernière bien chose, que le parce que lundi, je c'est pense tout. que c'est important, vous avez remarqué que dans cette séquence qui va du lundi matin, où Nicolas Sarkozy se rend à Toulouse, jusqu'à cette allocution à l'Élysée hier, à l'heure du déjeuner, 13h15, 13h20, Nicolas Sarkozy s'est exprimé à 9 reprises. Claude Guéant à 9 reprises, c'est-à-dire 18 fois en 3 jours. Donc pendant cette séquence-là, effectivement, Nicolas Sarkozy et son ministre de l'Intérieur ont occupé absolument tout l'espace. C'était son rôle. Disons-le, c'était Oui. son rôle. On dira S'il ne peut-être, l'avait pas fait, on vous dira auriez peut-être reproché après, qu'il manque d'informations. on dira peut-être plus tard qu'il en a fait peut-être un peu trop. Ce que je sais moi, c'est que Pas tant depuis que ça. hier, Non. depuis hier, la C'est pas le campagne, genre en plus. depuis hier, la campagne a repris. Et pour reprendre l'expression de Nicolas, je ne crois pas que ce soit une deuxième campagne qui reprenne. Cette semaine a été une parenthèse douloureuse, mais une parenthèse. C'est la même campagne qui se poursuit. Ça peut Bah, c'est Étienne pas une bonne Germain. nouvelle parce qu'il faut bien dire que jusqu'à ces événements dramatiques, la campagne était absolument lamentable. Personne ne disait la vérité sur les comptes publics, personne ne parlait d'économie sur les dépenses, alors que tout le monde sait très bien qu'il faudra en faire, qu'on n'aura pas le choix. Donc évidemment, ça va nous tomber sur la tête quelques semaines, quelques mois après l'élection présidentielle. Donc la campagne n'était clairement pas au niveau, elle était nulle, il faut quand même le dire, elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Si la campagne continue sur ces thèmes du raid, de la prévention du terrorisme, etc., on va faire encore comme d'habitude, c'est-à-dire parler de tout sauf des questions importantes. Donc on a parlé du halal avant, on va peut-être parler du RAID et du GIGN. Êtes-vous plutôt RAID ou plutôt GIGN après? Mais franchement, c'est pas au niveau et ça Alors, ça Étienne augure pas Germain de se bonnes choses fâche, pour il la faut suite. en revenir à Vous voyez bien que l'économie. c'est la même Voilà. campagne. Donc on est d'accord, c'est la même campagne qui continue. Étienne Germain Ouais, nous dit peut-être même en revenons-en à pire. l'économie enfin. Mais vous croyez que ça va finir par venir, le vrai débat sur la dette, sur l'économie, sur le Ouais, chômage, c'est sur le pouvoir d'achat? C'est un peu désespérant. Dans tous les cas, il arrivera au mois de mai, puisque tout le monde sait très bien qu'il y a de fortes chances pour que Moody's dégrade la France au mois de mai. On voit bien qu'on n'est pas complètement dans les clous. L'IREN, le commissaire européen, a fait des remontrances récemment. Voilà, donc on sait très bien qu'on va arriver dans une situation un peu compliquée. Ça risque d'arriver après l'élection présidentielle. Et c'est quand même bien dommage que ce débat-là ait lieu après, parce qu'il aura lieu après nécessairement, plutôt qu'avant. Étienne Germain, puisque vous êtes là, racontez-nous, vous avez interviewé, on s'en souvient, Nicolas Sarkozy sur TF1 l'autre jour avec Laurence Ferrari. Il vous a un peu taclé, comme on dit en sport. Et justement, Marianne fait tout un dossier demain sur Nicolas Sarkozy qui bastonne les journalistes, qui pensent que Mais c'est oui. son intérêt. Et c'est vrai que c'est un peu le jeu. C'est dans une émission comme celle-là où il y a un panel de Français et puis des journalistes. La règle, c'est d'être gentil avec les Français, d'être tout câlin, mignon comme tout, et de se payer les journalistes. Parce qu'effectivement, les journalistes ne sont pas populaires. Tous les sondages le montrent. Donc voilà, et puis en plus, ça fait partie de sa croisade, on va dire, contre les corps intermédiaires, etc. Nous, on les considérait, je ne sais pas si ça a raison, comme des corps intermédiaires, mais en tout cas, c'est comme ça. Ça fait un peu partie du jeu. Finalement, c'est pas très grave. Et vous en faites tout un dossier dans Marianne Laurent Neumann, comment Sarkozy bastonne les journalistes. Oui, parce qu'il y a ce qu'il dit à l'antenne et puis il y a ce qu'il dit hors antenne. Et hors antenne, il n'est pas tendre du tout. Alors c'est une façon de dire ce qu'il pense. Il pense beaucoup de mal des journalistes. C'est une façon de dire aussi, de prévenir, de faire pression un peu, d'instaurer une sorte de rapport de force avec celles et ceux qui seront jusqu'à la fin de la campagne chargés de l'interviewer. Et puis il y a une théorie politique derrière tout ça. Il dit, vous dites tellement de mal de moi que les Français n'osent plus dire qu'ils votent pour moi. Donc il y a un vote caché, il y a un vote honteux, comme au fond Jean-Marie Le Pen il y a une dizaine d'années. Donc vous allez avoir des surprises dans les sondages. C'est une manière de faire pression, oui. Bon, à la une de vos hebdos, demain, le Figaro Magazine, Karl Meus, un numéro spécial. Oui, un numéro spécial. On a bouclé dans la nuit de mercredi à jeudi pour être au plus près de l'événement et on raconte effectivement la traque et ces réseaux islamistes qui essayent de faire le terrorisme en France. L'onde de choc, c'est le titre de Marianne et le point. Histoire d'un fou d'Allah français. Merci Laurent Gernel, Étienne Gernel, Laurent Neumann et Karl Meus. Dans un instant, je vous présente un personnage assez extraordinaire.